Bonsoir. Eh bien, c'est encore un sacré pan de la muraille du sexe fort qui vient de tomber. L'Académie française, le bastion des hommes, va donc enfin accueillir une femme, une première historique. C'est l'écrivain Marguerite Yourcenar, 77 ans, qui va donc faire son entrée chez les Immortels. Je vous propose tout de suite une exclusivité France Inter. Antoine Sanchez a réussi à joindre cette nuit au téléphone Marguerite Yourcenar, qui est en ce moment en croisière dans le sud de la Floride sur le paquebot français Mermoz. La communication n'est pas très bonne, mais c'est à des milliers de kilomètres et ça vaut la peine d'écouter. Quel peut être mon premier sentiment, excepté la reconnaissance pour les personnes qui ont bien voulu m'élire. Et même je pourrais mener un certain combat pour le faire. L'époque a changé. Et alors que tout, même les coupoles, finissent par changer aussi. Est-ce que vous attendiez à votre élection? Au moins du monde. J'ai l'habitude de ne jamais prévoir les choses qui vont se passer, de ne jamais me demander d'avance à quoi les gens vont ressembler avant de les avoir vus. Et par conséquent, de jamais me demander ce que va faire, ce qui va être, dont on va être élu, et qui sera élu, et à quel moment et pourquoi. Aujourd'hui, Marguerite Yourcenar est reçue à l'Académie française. À partir de maintenant, et pour les siècles des siècles, elle restera ce sphinx, mélange de paysanne flamande et de précieuses grands siècles, d'empereurs romains et de déesses hindous, de bonzes tibétains et de sorcières médiévales. Observez-la, yeux en diagonale descendante, plissée par un sourire ironique, empruntant le chemin contraire et relevant irrésistiblement les larges bajoux. Blanche et noire dans son costume dessiné par Saint-Laurent, nouveau turiféraire de cette icône sans âge. Cryptique et imperturbable, sous les tambours de la garde républicaine, qui l'escorte jusqu'à son fauteuil. Le numéro 3, sous les flashs inévitablement crépitants, qui l'auréolent d'une gloire phosphorescente. Minérale comme les pierres, aimée par elle et Roger Caillois, celui dont elle s'apprête à occuper la place et, conformément à l'usage, à prononcer l'éloge. Dérogeant au protocole, l'élu, au lieu de lire son discours de remerciement debout depuis sa place, s'installe à une petite table sous la tribune du bureau de l'Académie, occupée en son centre par Jean d'Ormesson. Les premières secondes du discours sont inaudibles, on lui redresse son micro, le silence se fait, Yourcenar s'assoit et parle. L'assistance est aussitôt subjuguée par cette voix unique, aux inflexions aristocratiques et traînantes, délicatement pompeuses et subtilement sensuelles. Rassurée aussi. Le discours n'a rien de révolutionnaire. Éloge des dons de l'amitié, respect revendiqué de la tradition, évocation de la troupe invisible de femmes qui aurait pu ou dû la précéder dans le sein des saints, mais avec, pour chacune d'entre elles, une infime perfidie glissée sous la couronne de laurier. C'est ensuite que ça se gâte. L'éloge de Caillois est beau, mais obscur et interminable. On sent remuer en soi de vagues souvenirs d'école. On cherche à se raccrocher à quelques références familières, à se hisser au niveau de cette hauteur érudite et mystique qu'on voit étinceler très loin sur les sommets enneigés. Mais qu'est-elle en train de raconter ? Pourquoi évoque-t-elle cette habitude d'apposer ses mains contre les pierres pour en ressentir les vibrations ? On crie muettement grâce, tandis que les estomacs gargouillent en songeant aux petits fours qui les attendent. Comme à la messe, on cherche des distractions. On regarde beaucoup le président en spéculant sur sa réélection. On se laisse étourdir par les parfums capiteux. Chalimard de Guerlain et Cabochard de Grès reviennent décidément à la mode. On contemple les petites mains de Yourcenar historiées de bijoux. Elle s'est fait offrir, dit-on, à la place de l'épée d'académicien, trop phallique, un denier d'or à l'effigie d'Adrien monté en bague. Combien de temps ces mains vont-elles retourner les feuillets où s'étale sa prose ? Combien de pages dans le tas restant ? Soudain, l'apéroraison, brutale, sonne l'heure de la délivrance. Cher Caillois, il m'arrivera encore de penser à vous en m'efforçant d'écouter les pierres. Aussitôt le tonnerre d'applaudissements, d'autant plus fort que mêlé de soulagement. Giscard et Anémone, en bon souverain républicain, se contentent de dodeliner du chef.
l'auteur d'Au plaisir de Dieu reprend la parole. Dans la querelle qui oppose Sainte-Beuve et Proust, Jean d'Ormesson choisit crânement son camp. La vie d'un écrivain n'explique pas son œuvre. Il n'est besoin que de lire ses œuvres pour le connaître. On se demande si l'intéressé partage ce point de vue et si d'Ormesson lui-même en est dupe. Il sait, comme tout le monde, que Yourcenar refuse le moindre commentaire sur sa vie intime. Mieux vaut ne pas la prendre en traître sur ce point. Mais est-il en mesure de soupçonner l'abîme qui sépare la figure publique de la femme privée ? Marguerite a déclaré que son moi flottant n'était délimité que par les quelques ouvrages qui lui étaient arrivés d'écrire. Posture destinée à décourager les curieux ? Personne ne soupçonne le peu de cas qu'elle fait de ce soudain vedettariat. Tout le monde ignore, tant elle paraît concentrée, qu'elle est partiellement absente. Davantage même qu'une bonne partie de ses auditeurs à l'attention dissipée. Ce protocole lui pèse. Et ce triomphe n'est que le trophée dont elle souhaite couronner une autre tête. Sitôt la cérémonie achevée, elle va saluer le président et son épouse. Mais foin des agapes avec ses nouveaux confrères. Ce n'est pas avec eux qu'elle compte célébrer cette victoire si amère à certains. Elle s'éclipse, impatiente, désinvolte, forte de cette récompense qu'elle n'est jamais allée chercher, mais dont elle considère, au fond, qu'elle lui est due, et qu'elle la parera à des yeux encore novices d'un peu plus de prestige encore. Il l'attend, ailleurs, dans le Marais, loin des ors de la République et des caméras de la télévision française, celui qui, depuis un peu plus d'un an, la porte comme un surfeur tout en haut d'une vague gigantesque. Son amour secret, son Antinoüs américain, Jerry Wilson. Elle ne se souvient plus de la première fois où elle l'a vu. Elle se rappelle les circonstances, bien sûr. Le tournage de cette émission lamentable dont personne n'a compris, elle la première, pourquoi elle avait accepté d'y participer. Mais elle n'est plus sûre du moment exact où elle s'est rendue compte de sa présence à lui. C'était en mai 78, le mois où Grace s'est fracturé l'épaule en raccrochant la moustiquaire de la cuisine. Sa chute a-t-elle eu lieu pendant ou après le tournage de l'émission ? Plutôt après. Ça ne ressemblait pas à Grace d'attirer l'attention sur elle. Tout débarquement d'étrangers à Mont-Désert, l'île bien nommée où elles avaient fait leur vie, la mettait d'une humeur exécrable. Cela ne l'empêchait pas de faire des efforts surhumains pour n'en rien laisser paraître. Mais peut-être cette chute était-elle une façon pour son corps de se rappeler à l'attention de chacun ? On ne risquait pas de l'oublier pourtant, ce pauvre corps, bourré de métastases, brûlé, déformé par la chimiothérapie. Ruth, l'infirmière de Miss Grace, avait été obligée de serrer le bandage pour éviter au bras de trop gonfler. Le premier jour, donc, Jerry n'a guère été pour Marguerite qu'un figurant. Une silhouette parmi les autres membres de l'équipe de télévision. C'est curieux comme, dans la vie, les premiers rôles ne se présentent jamais de plein pied.
Le tournage a commencé le lendemain de l'arrivée de l'équipe. Marguerite s'est prêtée de bonne grâce aux questions de Maurice. Quand ça a été terminé, on a servi une collation sur la terrasse. Puis elle a quitté le petit groupe pour se dégourdir les jambes. Dans le bois au fond de la propriété, elle a deviné une silhouette longiligne en train de fumer une cigarette. Les chênes, bouleaux et érables formaient une voûte fraîche au-dessus des mousses et des fougères, d'un vert encore cru à cette époque de l'année. Les rayons filtrés par le feuillage jouaient dans ses cheveux. N'est-ce pas à cet instant qu'il est véritablement entré dans son champ de conscience ? Elle se rappelle avoir souri en songeant qu'un faune avait élu domicile dans son bois. Le lendemain, les 6 membres de l'équipe sont montés avec Marguerite au Mont Cadillac. On leur avait dit qu'en raison de sa position à l'extrémité orientale du continent, Mount Desert Island était le premier point du continent américain à être touché par les rayons du soleil. Marguerite leur a confirmé cette information avec un absurde sentiment d'orgueil. Visiter en compagnie de Dieu neuf des lieux aimés, mais dont la lassitude ou la tristesse nous a dégoûtés, rien de tel pour reprendre la mesure de leur beauté et de notre chance. En ce début du mois de mai, il y avait peu de voitures sur le parking. Pour encore quelques semaines, l'île méritait pleinement l'appellation de Mont Désert que lui avait donnée Samuel de Champlain en la découvrant, vierge de toute intrusion, 4 siècles plus tôt. Protégés par des plaids, ils se sont installés sur les grands blocs granitiques formant des sièges naturels. Ils ont ouvert le thermos de café fumant et trempé dans leur tasse les pains briochés préparés par Grace. Ils avaient mal aux yeux à force de fixer les ténèbres. Le soleil a fini par apparaître au-dessus de la ligne d'horizon, simple rognure d'or pur. En quelques minutes, il est devenu un hémisphère en bronze vert, puis une grosse boule d'un rouge orangé. Marguerite ne sait pourquoi cette couleur lui a toujours rappelé les bonbons acides aux fruits rouges qui lui dévoraient la langue, petite, à Ostende. Quand le soleil s'est complètement dégagé de la surface de l'océan ponctué d'îlots noirs, le rocher et leur visage ont pris une même teinte de champagne rose. C'est à ce moment-là qu'elle s'est aperçue que Jerry était blond. De ce blond un peu jaune que le soleil et le sel rendent blanc à la fin de l'été. Dans les mois qui ont suivi, elle s'est sentie prisonnière, au point de regretter de ne pas avoir pris de leçons de conduite plus jeune. La bougeotte, ça ne datait pas d'hier. Michel de Créancourt, son père vénéré, lui avait donné le goût immodéré de l'évasion. Il lui avait appris le nom des constellations, l'avait initié à la beauté de la Méditerranée et des sites antiques comme la Villa Adriana, fruit du fantastique culte voué par l'empereur romain à Antinoüs, son amant trop tôt décédé. Après la mort de son père, elle n'avait pas 30 ans, il y avait eu les années d'errance en Grèce, le vagabondage. Ça avait été la seule réponse possible au chagrin. Combien de trains, de bateaux avait-elle pris au cours de ces années-là ? Il lui semblait, en y ressongeant, sentir encore le vent chargé d'embrun plaquer ses joues sur les os de son visage. La sédentarité s'était imposée à elle depuis près de 40 ans, mais elle savait que ça ne lui avait jamais passé.
Elle n'ignorait pas combien l'instabilité est loin de la sagesse qu'elle s'attachait à professer désormais. Tout le malheur des hommes ne vient-il pas de leur incapacité à demeurer en repos dans une chambre ? Pourtant, inutile de le nier, ces semelles collées trop longtemps à un même sol recommençaient à brûler d'impatience. Ce qui l'enrageait et qui pourtant ne lui avait jamais coûté autrefois, c'était de dépendre des autres pour chacun de ses déplacements. De Jeannie Lunt, sa secrétaire, de Grace, qui, elle, s'était toujours trouvée heureuse de cette situation. Elle la tenait par là, comme par les autres nécessités de la vie matérielle, courses, téléphone, contrats et traductions. Tout ce dont Marguerite frémissait en songeant qu'un jour prochain, sa compagne ne serait plus là pour s'en charger à sa place. Mais même la disponibilité de Grace ne pouvait plus la sauver de cet enracinement subi. Elle prenait de moins en moins le volant, souffrant trop de la position assise. Alors c'était le tête-à-tête forcé, à petite plaisance. Le cycle mobile des saisons autour d'elle, planté dans le sol comme un poteau indicateur. La prison. Elle l'ignore, mais ce Noël est le dernier qu'elles passeront ensemble. Cette année, Grace n'a pas la force de décorer les arbres du jardin avec des boules de verre pour qu'elles accrochent le soleil d'hiver et le réfléchissent dans la maison. C'est Marguerite qui s'occupe des guirlandes de résineux, prépare le pain d'épices et le lait de poule à la cannelle. Le 25 décembre, elles acceptent une invitation chez un couple de voisins. La flambée réconforte les deux femmes, leur donne l'illusion d'une continuité avec les années écoulées. Physiquement, Grace est ravagée. Ses tricots informes ne dissimulent plus sa maigreur que dans les périodes où les traitements la font gonfler. La peau jaune est tirée sur le visage osseux, au menton pointu, aux lèvres sèches. Les cheveux gris n'ont repoussé qu'à fleur de crâne. La vitalité s'est réfugiée dans le regard et les flèches venimeuses qu'elle lance à tout instant. Elle ne se plaint jamais du cancer qui la ronge, à la différence de Marguerite qui s'apitoie sur elle-même, à la moindre crise d'asthme ou au plus petit écart de température. Mais l'idée que Marguerite, sa cadette de 6 mois seulement, pourrait lui survivre, est insupportable à Grace. Marguerite n'a-t-elle pas eu le culot ridicule de la présenter à un journaliste comme une femme plus âgée qu'elle ? Cet hiver est atroce. Le ciel oscille entre ardoise et anthracite. Le froid est tel que l'océan pourtant congelé fume au contact de l'atmosphère. Emmitouflée dans sa houppelande noire, chaussée d'informes caoutchouc, Marguerite s'efforce de sortir. Redoutant de glisser, elle tâtonne entre les congères. Depuis la rive, à travers un écran de brume, elle observe le cœur lourd la dérive fantomatique des icebergs. Elle rentre se calfeutrer. Elle a fait téléphoner à Jerry pour lui souhaiter bonne chance,
lors de la première de Gospel Caravan. Grace a tenu promesse et écrit à quelques amis pour vanter les mérites du projet. Maurice a envoyé un article élogieux paru dans Le Monde. Marguerite essaye d'imaginer le spectacle d'après les éléments descriptifs qu'il contient. Elle a l'impression d'oublier le visage de Jerry, de passer à côté de quelque chose de très important qui se joue à quelques milliers de kilomètres. Elle espère qu'il lui rendra visite au beau jour. Ils l'ont dit, leur agenda est très chargé ces prochains mois. Il faudra faire preuve de patience. Mais à son âge, peut-elle se le permettre encore? N'est-ce pas maintenant qu'il faut vivre? Un soir d'août, comme s'il répondait à son appel secret, Jerry lui passe un coup de fil. Elle est bouleversée car d'habitude c'est Maurice qui téléphone. Jerry est laconique. Il se contente de dire qu'il aimerait lui rendre visite à la mi-septembre. Seul. Marguerite exulte. Mais Grace lui rappelle son engagement avec Bernard Pivot, qui doit justement venir tourner à cette époque un numéro spécial d'Apostrophe. Un compromis est trouvé. Jerry viendra la 3e semaine de septembre, juste après le tournage de l'émission. Il ne pourra rester que 48 heures, car il est attendu par ses parents en Arkansas. Mais si madame n'est pas trop épuisée, il tâchera de s'arrêter de nouveau à Petite Plaisance sur le chemin du retour. Une joie calme et triomphale descend sur Marguerite. Rapidement, la panique succède à la sérénité. 2 jours. Qu'est-ce au regard d'une saison? D'une éternité à sentir le vide de son cœur et l'inertie de sa chair. Elle ne sait pas au juste ce qu'elle attend de ses retrouvailles. Elle est désormais incapable de se rappeler exactement le visage de Jerry, de le recomposer plutôt, à partir des détails fragmentaires stockés dans sa mémoire. Elle se regarde dans la glace. Comme elle regrette de s'être laissée aller cet hiver. Elle se trouve énorme, difforme. Et puis elle songe avec horreur qu'il a 30 ans, et elle, plus de 75. Impitoyable, elle écrit dans son carnet. Rien n'est certes plus odieux à mes yeux qu'un vieillard, ou une vieillarde, amoureux ou libidineux, ou même excessivement préoccupé de ses sujets, sans désormais passer aux actes. Rien ne me révulse autant que le mélange d'une chair vieillie et d'une chair jeune. Dès qu'elle l'aperçoit dans l'encadrement de la porte, avec son manteau de cuir et ses cheveux de blé mûr, les doutes disparaissent. Le visage de Jerry prend exactement les traits qui devaient être les siens. Tout est à sa place, à l'exception de ce petit grenat à l'oreille droite qu'elle n'avait pas remarqué. Ce nez aux narines légèrement épatées, ses lèvres ourlées sur les dents à l'alignement parfait, cette pupille en trou d'épingle sur l'immense iris bleu. Merveilleuse unicité de tout visage, bouleversante unicité d'un visage aimé. À son contact, elle retrouve comme par magie sa vitalité, sa confiance aussi dans ses pouvoirs de séduction. En l'espace d'une seconde, elle a rajeuni de 50 ans.
Avant de partir, Jerry lui a laissé une photo de lui. Debout et de 3/4, la main gauche sur la hanche, l'autre en appui sur une balustrade, son éternel manteau de cuir ouvert sur un t-shirt immaculé, il a l'allure d'un Rimbaud moderne. Cette fois, elle peut contempler son visage à loisir, le nez grec, aux narines légèrement épatées, la bouche bien dessinée, figée au bord d'un sourire qui ne se décidera pas à éclore. La barre des sourcils surmontant le regard volontaire mais inquiet, fixé sur quelque inaccessible horizon. Quelque chose échappe à Marguerite, vient foyer de nouveau d'insondables profondeurs. Elle ne peut s'empêcher de montrer à Grace la photo de celui qu'elle nomme notre Jerry, dans l'espoir inconscient de l'amadouer. « Eh bien, vous avez fini par le retrouver !» siffle Grace. « Qui donc ? Comment qui donc ? Votre cavalier polonais ?» Marguerite reçoit le coup dans le plexus. La révélation de ce qu'elle savait depuis le début, au fond, et refoulée comme une évidence. Évidence si cuisante, si honteuse, si insupportable, que la voilà terrassée, prise de crampes gastriques, obligée de s'aliter à son tour. Oui, sur cette photo, c'est à s'y méprendre. Jerry ressemble au cavalier polonais de Rembrandt. Et cette ressemblance en établit une seconde, impossible à nier, plus douloureuse et plus vertigineuse encore. Jerry, n'est-ce pas André, son André, revenu du fond des âges pour rouvrir en elle la béance de la passion ? « 1932. Marguerite a 29 ans. Elle vient d'envoyer à Bernard Grasset une étude biographique sur le poète grec Pindare. Un conseiller littéraire de l'éditeur a sauvé le manuscrit de la Corbeille et la convoque. Elle pense avoir intéressé quelque érudit de l'âge de son père. Elle se retrouve face à un homme de 2 ans plus jeune qu'elle, beau et blond comme un jour d'été. Il s'appelle André Fréniaux. Il est homosexuel, misogyne, antisémite et fasciné par l'uniforme. Pendant plusieurs années, il va devenir son unique et cruel tourment. Dans l'intervalle de ce qui sépare cette rencontre et la publication du livre sur Pindare, qu'il a soutenu sans faille, une relation d'amitié se noue. Les 2 jeunes gens ont en commun le goût de l'Antiquité, de la peinture renaissante et de la langue française la plus châtiée. Mais Marguerite espère davantage et le lui fait comprendre. Il lui répond sans embâche que, quand bien même il aimerait les femmes, elles ne seraient pas son genre. Elle veut lui prouver qu'il se trompe et insiste. Il la rejette brutalement et l'engrenage passionnel commence. Elle lui téléphone, lui écrit sans cesse en tentant d'adopter le ton de camaraderie virile qu'elle s'imagine lui convenir et qui masque mal le trop grand cas qu'elle fait encore de lui malgré les rebuffades.
Lorsqu'elle réside à Paris, à l'hôtel Wagram, elle fréquente des thés où se retrouvent des jeunes gens des deux sexes en quête de plaisir. Il l'y croise souvent, elle se jette à son cou, séduit des femmes devant lui en espérant le rendre jaloux, s'enivre de cognac. Lui la trouve exaspérante et laide, avec ses joues larges et sa coupe à la garçonne. Espère-t-elle lui plaire en adoptant le style troupier? Il a horreur des gousses et n'aime, pour les admirer de loin, en pur esthète, que les femmes longilignes et superlativement féminines, les stars du cinéma et les modèles de grands couturiers. Il le lui dit, va jusqu'à lui secouer le bras dans un mouvement de dégoût nerveux. Mais plus il la rejette, plus elle s'acharne. André devient la quintessence de l'inaccessible. Obtenir de lui des faveurs, ce serait être adoubé, reconnu pour toujours à sa juste valeur, élu par les dieux de l'Olympe. Car c'est un dieu. Il en a la beauté azuréenne et la cruauté capricieuse. Marguerite met des années à guérir. Sa rencontre avec Grace la sauve pour de bon. Grace l'a bien nommée, celle qui, consciente de ce qu'elle représente dans la vie de Marguerite, signe ses lettres « Grâce ». Elles ont tant en commun. L'amour de l'art, de la littérature, des voyages, de la nature et des oiseaux. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Et Marguerite ne peut s'empêcher d'y lire des signes prémonitoires, les manifestations d'une secrète continuité dans sa vie. À New York, en 1937, Grace emmène Marguerite à la Frick Collection. Un Rembrandt cloue Marguerite sur place. Sur un fond terre de Sienne, magma de montagnes et de remparts à peine distincts du ciel sombre, un jeune cavalier se détache. Le regard fixé sur un point qui traverse le spectateur oscille entre présence et absence, défiance et défi. Le nez est droit et les lèvres d'une épaisseur sensuelle. Que fait-il seul dans ce paysage lugubre? Vient-il semer la désolation? Est-il lui-même un fantôme en costume folklorique? Une allégorie de la mort en pleine jeunesse? Elle se rappelle qu'André Fréniaux lui a parlé de sa passion pour le cavalier polonais. Ses lourdes paupières et son androgynie lui rappelaient Greta Garbo. Elle trouve plutôt qu'il lui ressemble, à lui, en plus doux. Des couches de linge s'amoncellent sur les lits et les fauteuils. Des piles de livres et de carnets sur son bureau, à côté d'une écritoire de voyage. Après ces années de sédentarité forcée, faire ses valises la rend folle de joie. Elle en a fait acheter 5, plus 2 mâles. Des heures durant, assistée d'une Ginny affolée à l'idée que tout n'entre pas dans la voiture de Jerry, Marguerite prépare ses affaires. Il lui faut, répète-t-elle, des tenues pratiques et légères, mais suffisamment nombreuses pour parer à tout incident, déchirures, vin renversé, nausées à bord. Des toilettes du soir aussi, coupe ample, mais matière noble, lin, soie froissée, cols en dentelle de Bruges, mousseline et popeline de coton, des chaussures de marche, des nu-pieds, quelques paires d'escarpins à boucles, confortables mais habillés. La trousse à pharmacie ne peut décemment pas occuper moins d'une valise. Pansements, compresses, alcool à désinfecter, gaz et coton, 2 thermomètres, aspirine, paracétamol, pilules contre la nausée, la diarrhée, la mauvaise digestion, les brûlures d'estomac, pommade contre les cloques et les piqûres d'insectes, baume camphré contre la migraine, crème solaire, flacon d'eau de lavande, lime et pince à ongles.
Pas de maquillage, expliquera-t-elle le premier soir de leur périple à Jerry, très intéressée par le contenu de cette énorme vanity case. Songez qu'on tue des singes et des phoques pour faire un seul tube de rouge à lèvres. Un coffret en ébène sculpté recueille les bagues, broches, colliers, joncs d'or et d'argent dont elle n'imaginerait pas se séparer. Ginny rit, éberluée par les exigences de Madame en matière d'élégance. Cette dernière approche des étoiles de son visage en se regardant dans le miroir. Essaie une robe de faille, de soie, dont elle ne parvient pas à remonter la fermeture. Un régime s'impose, mais le goût de la coquetterie lui revient, comme une démangeaison d'un lointain passé. Est-ce que Jerry aimera cette soie sauvage, d'un bleu-vert proche de ses yeux ? Malgré l'inconfort, les 10 jours de ce road trip vers Miami sont comme un rêve éveillé. Des buildings de Philadelphie aux demeures coloniales de Charlestown ensevelis sous la neige, des parcs nationaux du Delaware aux cascades de Tallulah en Géorgie, les paysages défilent jusqu'à l'étourdissement. En Caroline du Sud, les plages interminables et ourlées de rouleaux d'écume étincelantes sont traversées de pur sang au galop. De son siège, elle a presque l'illusion de monter à leur côté, comme au temps béni de ses chevauchées avec Grace. Elle ne pense à rien. Elle se laisse porter sur la route comme une héroïne de Kerouac. L'absence de mémoire de ce pays si grand et si jeune ne lui paraît plus si condamnable. Ici, malgré les buildings et les enseignes lumineuses, le sentiment de la nature l'emporte sur celui de l'histoire. L'ivresse du présent et du proche avenir sur la nostalgie. Jerry conduit vite, trop sans doute, mais avec cette assurance crâneuse de cow-boy qui empêche Marguerite d'avoir peur. Elle s'en remet à lui comme une enfant, heureuse de songer que chaque heure, chaque minute, l'éloigne un peu plus de la nuit de petite plaisance. Bercée par le bruit du moteur, elle s'endort. Il la réveille quand le spectacle est immanquable. Un vol de cygnes sauvages à l'horizon. L'ocre rouge d'un champ dont les sillons ressemblent à des plaies vives. La disparition du soleil derrière les Blue Ridge Mountains. Souvent, il fait une embardée, quitte la route principale, s'arrête pour prendre des photos. La quête du bon endroit peut prendre 5 minutes comme 1 heure. Jerry cherche la meilleure composition, attend la lumière la plus cristalline ou inversement la plus brumeuse et veloutée. Elle le regarde faire, patiente, admirative. Son cœur bat en songeant qu'ils ont cela en partage, ce goût immodéré de la nature, cette passion pour les oiseaux, ce sens de la grandeur des sites nobles et immémoriaux, vierges encore de la main de l'homme. N'est-ce pas une chance extraordinaire que de vivre cette passion ensemble, malgré tout ce qui les sépare ? N'est-ce pas un merveilleux cadeau de la vie ? Dans la voiture, Jerry est capable de rester silencieux pendant des heures. Ce silence, étrangement, n'est pas pesant. Ce n'est pas le silence blasé des amoureux qui n'ont plus rien à se dire. Ce n'est pas non plus celui d'une trop grande et trop immédiate complicité. Il y a de l'intimidation des deux côtés. Elle la dissimule derrière sa bonne humeur, altière. Lui derrière une apparente désinvolture. Il parle peu encore. Il s'apprivoise. Souvent, il met une cassette. Louis Armstrong, Bessie Smith,
Bob Dylan qu'ils aiment tous les deux. Bach, dont Jerry confesse qu'il l'a découvert grâce à un amant plus âgé que lui et que sa musique a la vertu de le calmer. Elle se demande ce qu'il peut bien vouloir dire, lui qui semble presque apathique. Puis elle comprend. Quand il met la radio, Jerry monte le volume, à la recherche des tubes disco du moment. Il énumère pour elle le nom d'artistes qu'elle ne retiendra pas. Bee Gees, Earth, Wind and Fire, Boney M, Donna Summer. Elle les écoute d'une oreille circonspecte, horrifiée par ses sonorités aiguës, ses rythmes fous et carnavalesques, ce clinquant de cuivre, trop joyeux pour son âme convalescente. Elle remarque qu'inversement, Jerry entre en frénésie à l'écoute de ces morceaux. Il pianote sur le volant, bat de la Santiago, sifflote ou chantonne d'une voix de fausset, jusqu'à ce que, s'apercevant sans doute qu'elle est incommodée, il éteigne le poste d'un coup, bout d'heure. Ce sont à peine des cumulus de beau temps. Très vite, son affabilité revient. Il se tourne vers elle, son sourire hollywoodien aux lèvres, pour lui demander si tout est OK. Dans les jours qui suivent, s'esquisse une vie de couple d'un nouveau genre. Les petits déjeuners sont pris en décalage. Quand Jerry se lève, il y a souvent des heures que Marguerite est debout. Elle a eu le temps d'allumer le four, de faire son inspection rituelle du jardin et d'écrire quelques pages. La tendance de Jerry à paresser la réjouit inexplicablement. Elle se dit que c'est la loi physique du jeune âge, le besoin de recréer les forces dépensées sans compter. Avec ravissement, elle le voit descendre l'escalier pieds nus, le peignoir ouvert sur sa poitrine bombée. Les yeux encore collés par le sommeil dur et prolongé qui succède au rendormissement de l'aube. Il lui raconte être souvent réveillé vers 5 heures par des cauchemars. Elle éprouve l'ivresse d'une jeune mariée à lui servir son café fumant, ses tranches de pain nappées de confiture d'érel. Tant qu'il n'a pas déjeuné, elle sait qu'il est inutile de lui adresser la parole. Bougon, il avale une pleine cafetière avant d'attraper son baladeur et de partir faire son footing, sa tonitruante disco sur les oreilles. Elle guette son retour, heureuse de l'apercevoir, ruisselant de sueur, s'étirer dans le jardin. Après sa douche, Jerry s'anime et lui serre de nouveau ses plus beaux sourires. Il bêche un peu, arrache les mauvaises herbes, joue comme un enfant avec la chienne, puis il se met dans une chaise longue et prend le timide soleil d'avril, ou somnole dans le canapé du parloir, tandis qu'elle travaille, porte ouverte. Le regarder dormir est l'un de ses plus grands plaisirs. Il s'y mêle un peu de prévenance maternelle et beaucoup d'érotisme inavoué. Ce grand corps doré, à la cage thoracique saillante qui se soulève et s'abaisse au rythme régulier de la respiration, lui paraît fort et fragile à la fois. Elle donnerait beaucoup pour le caresser, se blottir contre lui, s'en faire un rempart contre les nuits encore froides. Sans le vouloir, il prend souvent des poses de Mars assoupi. Son bras relevé contre son visage, pour faire écran à la trop violente luminosité, révèle sous le t-shirt une aisselle profonde, moelleuse, aux longs poils d'or. Pourquoi devrait-elle avoir honte d'adorer,
secrètement et dans le plus grand respect, l'image vivante de la jeunesse, de l'éternelle et ineffable beauté. À Amsterdam, Marguerite a rendez-vous avec Johan Pollack, son éditeur hollandais. Celui-ci observe Jerry d'un air circonspect avant de lui tendre la main. « Monsieur Wilson est mon secrétaire », répond-elle à sa place, avec un geste qui laisse à penser qu'on peut parler devant lui sans se gêner. Jerry est mortifié. Instinctivement, il comprend qu'il en sera ainsi chaque fois qu'il s'agira de travail. Chaque fois qu'il sera confronté à une figure de la vie littéraire, journalistique ou politique. Il devra se tenir en retrait, sage comme une image et muet comme une carpe. Il accepte moins facilement de disparaître dans la foule lors de manifestations publiques. À Bruges, une signature en librairie tourne au cauchemar. Les admirateurs de la romancière l'accaparent sans vergogne, penchés sur elle comme s'ils allaient la dévorer. Chacun y va de son anecdote sur le professeur qui a changé sa vie en faisant cours sur Mémoire d'Adrien, ou le jour marqué d'une pierre blanche où il a découvert le coup de grâce. Selon moi, c'est bien simple. Il y a un avant et un après l'œuvre noire. Pérore d'une voix de stentor, un lecteur survolté. Jerry voudrait gifler ce snob. Dans un coin, il vide les petits verres de genièvre mis à la disposition des clients de la librairie, sans quitter Marguerite des yeux. Il constate qu'elle regarde tout ce qui lui parle comme elle l'a d'abord regardé, lui. Elle les séduit par son sourire, son esprit, l'enveloppement distingué de sa voix. Une nuit se fait autour des deux interlocuteurs. Plus rien n'existe que ce lien fort et fragile qui les unit. Il voudrait rallumer la lumière et chasser tous ces parasites. Il y a des types de lecteurs qu'il a appris à reconnaître. Le prof de latin à la retraite. L'étudiante exaltée avec son mémoire de maîtrise sous le bras. Le fan gay. Celui-là, surtout, l'exaspère. À vouloir faire de Marguerite une icône, la Barbra Streisand des lettres. Justement, en voici un échantillon particulièrement collant. Cette espèce de salsifis longiligne et blanchâtre n'en finit plus de décrire à la romancière sa collection de cartes postales d'Antinoüs. À bout de nerfs, Jerry quitte la librairie. Il s'attable dans un estaminet pour continuer à boire du genièvre, puis il se perd dans la vieille ville. La Venise du Nord, la ville préférée de Marguerite, lui fait soudain horreur avec son charme de carte postale, ses rues proprettes et ses façades de briques rouges festonnées de lierre. Il étouffe, passe et repasse les mêmes ponts, traverse en tous sens le béguinage jonché de feuilles mortes, rentre totalement ivre au Pound Hotel où Marguerite l'attend dans l'un des luxueux salons. « Où étiez-vous ? Vous voulez me faire mourir d'inquiétude ? » C'est la dernière fois que vous m'infligez ce genre de séance.
revoir. C'est une fièvre, un prurit, une consolation aussi après les mondanités forcées, les tensions de la rue pavée et les pompes de la coupole. Le voyage, ils le sentent, est la raison d'être de leur improbable couple. Mieux que le condiment de l'amour, son nutriment. Alors ils égrènent les destinations comme les perles d'un chapelet. Angers, Cahors, Albi, où ils s'émeuvent devant les prostituées du musée Toulouse-Lautrec et restent figés d'horreur devant la fresque du jugement dernier, à la cathédrale Sainte-Cécile. Lascaux, Apt, Saint-Tropez, où ils toquent par surprise chez Brigitte Bardot, un soir de pluie, charmés par la simplicité proverbiale de l'actrice dont Marguerite admire les combats pour la cause animale. À Saint-Paul-de-Vence, ils rendent visite à James Baldwin. C'est une connaissance de Jerry, tout fier de présenter une célébrité à Marguerite. La romancière admire les mains viriles et gracieuses du grand écrivain noir, ses yeux fiévreux, lourds d'intelligence furieuse. Jerry incite Baldwin à raconter son enfance à Harlem, sa vie avec Marlon Brando à Greenwich Village et ses années de dèche à Paris, la violence, l'exclusion, le racisme. Ensuite, c'est l'embarquement à Marseille, la traversée de la Grande Bleue, la lumière blanche et crue du Maghreb, Alger, Oran, Taroudan, où il s'attarde au somptueux palais Salam transformé en hôtel, le temps pour elle de rédiger la préface de Comme l'eau qui coule, trilogie dont Un homme obscur doit être la pièce maîtresse. Il visite Fès, Agadir, l'Oued de Massa, où Jerry photographie des flamants roses. Essaouira, la venteuse, avec ses remparts immortalisés par Orson Welles dans Othello. Sur le marché, il manque de se trouver mal dans l'odeur des sardines éventrées en plein soleil. Puis les voilà en Espagne. Gibraltar, Cadix, Ronda, l'Alhambra de Grenade les projette en plein rêve oriental. Ils se perdent sous les voûtes tortueuses de la mosquée cathédrale de Cordoue. À Séville, ils fêtent les 32 ans de Jerry, dans un rustique bar à tapas. Marguerite fait voir à Jerry le buste d'Adrien au musée archéologique. Elle se fait conduire à Italica, où est né l'empereur romain. Comme toujours, Marguerite vit dans l'espace mental de ses romans. Lui, d'humeur presque constante, tient un compte méticuleux de leur visite, se promettant de tout prolonger par des lectures, des albums illustrés de photos. Le retour à Paris se fait par le Portugal, où ils touchent les portes du paradis lors d'un concert d'Amalia Rodriguez. Mais à peine ont-ils posé leurs valises rue Pavée que le démon du voyage les reprend. Jerry donnerait n'importe quoi pour échapper à Maurice. Ce dernier recommence à lui faire du chantage en évoquant un état de santé qui se dégrade mystérieusement. Quant à Marguerite, elle veut revoir tout ce qu'elle a vu cet automne. C'est comme si je ne l'avais jamais vu, tente-t-elle de persuader un Maurice effrayé par cette boulimie. Vous comprenez ? Le changement de saison métamorphose tout. Il y a aussi qu'elle ne veut toujours pas entendre parler d'avion. Il faut reprendre le bateau pour l'Amérique depuis l'Angleterre. Alors, ils refont tout leur itinéraire de l'automne dernier en sens inverse. Bruges, l'île de Texel et ses oiseaux qui remontent d'Afrique, Salisbury, Stonehenge, que Marguerite appelle son site préféré au monde. C'est déjà le pèlerinage du pèlerinage. La fixation ne peut plus se faire seulement par l'écriture. Le prolongement du vécu doit être du vécu, lui aussi. Nous reviendrons, n'est-ce pas, Jerry ? Répète-t-elle comme une fillette anxieuse. Promettre de revenir. Et ne pas se contenter de promettre, revenir, effectivement. C'est le seul moyen, croit-elle, de s'assurer qu'elle n'a pas rêvé. De rêver encore. D'inscrire dans sa chair les choses les plus délébiles qui soient. Un paysage, un vol de cygnes, une impression soleil levant. Alors, elle absorbe, concentrée, mystique, extatique.
Retour en Amérique. Avant de quitter New York, il s'arrête à la Frick Collection. Alors, ne vous fait-il penser à personne ? Elle déborde d'émotion tandis que Jerry se fige devant le tableau de Rembrandt. Je ne sais pas, je suis censé reconnaître quelqu'un. Vous ne trouvez pas qu'il vous ressemble ? L'exultation se lit sur son visage. La confrontation de Jerry avec le cavalier polonais est encore plus stupéfiante que tout ce qu'elle avait imaginé. Avec beaucoup d'imagination, peut-être. Non, mais regardez ce nez, ces lèvres, ce regard. Oui, peut-être, enfin, sa coiffure est ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette perruque ? Un bonnet de fourrure. Ses cheveux commencent ici, regardez mieux. Il s'approche, scrute suspicieusement le cavalier. Qu'est-ce qu'il fait dans ce paysage dévasté ? C'est un mystère. Il semble annoncer quelque chose. L'apocalypse ? Quelque chose de sombre, assurément. Je suis pas sûr d'aimer ce tableau. Let's go back home. Marguerite a pris froid. À défaut de Didi, elle a fait venir sur le bateau qui les ramène en Italie Janet Hartliff, l'infirmière hollandaise qui lit à ses patients des extraits des yeux ouverts. « Avez-vous remarqué ?» lui demande-t-elle tandis que Janet lui masse les mollets. « C'est toujours quand on se dit « Voilà longtemps que je n'ai pas été malade » que dès le lendemain, la fièvre se déclare. » L'infirmière acquiesce. Je me demande si on provoque la dégradation de son état de santé en l'évoquant, ou si, inversement, le fait de remarquer qu'on n'a pas attrapé de virus depuis longtemps n'est pas déjà le symptôme inconsciemment perçu des premières atteintes du mal. Qu'en pensez-vous ? Janet secoue la tête en lui souriant. Elle n'est ni médecin, ni psychologue. Être malade en voyage est une double épreuve. On ne profite de rien de ce qui nous entoure. On ne bénéficie d'aucun des réconforts que l'univers domestique nous apporterait. Mais il y a pire encore. Se disputer au cours de ce qui est censé être une escapade romantique. Tout prend alors un tour sinistre et grimaçant. Et contre tout bon sens, on voudrait être consolé par celui qui nous fait du mal. C'est à peu près ce qui arrive à Marguerite en débarquant à Venise. Décidément, la ville des amoureux ne lui porte pas chance. C'est le carnaval, la crudité des couleurs, la facticité des costumes, loin de stimuler son euphorie, donnent à Marguerite l'impression d'être dans un cauchemar. Après avoir croisé un grand blond déguisé en SS, en plein Rialto, elle exige de rentrer à l'hôtel. Jerry est exaspéré par la fatigue et les humeurs de sa compagne. Il éprouve le sentiment d'une mauvaise volonté expresse, presque d'une tromperie sur la marchandise. De toute la fin de la croisière en Égypte, Marguerite n'est descendue qu'une fois pour écouter dans un café un chanteur aveugle que Jerry avait repéré la veille au cours de ses déambulations nocturnes. Dans les temples, à Luxor, à Karnak, elle ne s'est pratiquement pas aventurée, au prétexte que la foule de touristes l'indisposait. Et une fois de retour au Caire, elle a tout bonnement gardé la chambre en attendant le bateau pour rejoindre l'Italie. En vouloir à Marguerite n'a aucun sens.
Pourtant, il ne peut s'en empêcher. D'un côté, il s'inquiète vraiment pour elle. De l'autre, il constate avec dépit que l'état de Marguerite la rend comme indifférente à lui et à sa propre souffrance morale. Il est obligé de se mettre en quatre pour lui arracher des preuves d'affection. Certains jours, il a l'impression de mieux comprendre ce qu'a subi Grace. Marguerite lui a parfois présenté cette dernière comme sa geôlière, mais il commence à soupçonner une plus grande complexité de leur rapport. Laquelle des deux avait le plus à subir ? Il a sûrement fallu à Grace une patience d'ange ou un certain degré de masochisme, vu son état de santé, pour supporter le narcissisme, l'hypocondrie, l'autoritarisme capricieux de Marguerite. Un soir, soucieux de lui montrer qu'il est capable d'apprécier ses amis, Jerry lui propose de dîner avec Paolo et Ilaria Zacchera, qui sont à Venise. Il réserve un restaurant sur le quai des Zattere. La soirée commence bien. Avec eux, Jerry se sent pris en considération. Il existe. Mieux, il goûte le plaisir de fréquenter des gens de son âge qui parlent et rient fort. Alors il fait son numéro. Raconte des blagues récemment apprises, porte des toasts, interpelle les clients. Les bigolis aux anchois sont délicieux mais donnent soif. On redemande une bouteille, puis une autre. Après le dessert, le chef cuisinier, qui a plaisanté toute la soirée avec eux, leur apporte tous ses digestifs. Amaretto, limoncello, vermouth, crème de café, crème de melon. Jerry vide les verres, parle de plus en plus fort. On se sépare sur le quai. Les Zacchera prennent le Vaporetto, tandis que Marguerite et Jerry regagnent leur hôtel à pied. Après 10 minutes, Marguerite ralentit. « Qu'avez-vous » demande Jerry. « C'est encore loin ?» ?»« Nous ne sommes pas rentrés. » La marche reprend, K1, K1. Soudain, Marguerite se laisse glisser au sol. « Qu'est-ce que c'est que cette comédie ? Relevez-vous » La tête lui tourne. Elle étouffe. Elle voudrait parler, mais aucun son ne sort de sa bouche. Sans crier gare, Jerry entre dans une colère épouvantable. Elle ne l'a jamais vu comme ça. Ses yeux sont révulsés, son visage déformé par la rage. Il hurle, l'agonie d'injure. « Get up, dirty old bitch! Ugly witch! You piece of shit! » Elle sent une douleur atroce lui étreindre la poitrine. Les rares passants se retournent, puis prudemment s'écartent. Elle tend le bras, mais il la repousse. Passant des injures à la violence physique, il lui donne un coup de pied dans les côtes. Elle se dit que sa vie va peut-être s'arrêter là, qu'elle va faire un arrêt cardiaque et que les carabinieri retrouveront à l'aube sa dépouille rouée de coups. Il faut qu'elle se relève. Elle ne sait pas combien de temps ces hurlements durent, ni comment elle se retrouve debout dans le Vaporetto et finalement à l'hôtel. Le changement d'attitude de Jerry est immédiat. Il la conduit à sa chambre, entre avec elle et aussitôt se met à pleurer. I was so scared. Please, forgive me. Il se jette à ses genoux. Elle le relève. Il veut voir les marques qu'il lui a faites. Il pleure encore. Se donne des noms affreux. Il faut qu'elle résiste à la tentation aberrante de le consoler, lui qui l'a tant fait souffrir. Elle lui demande de la laisser seule. Elle ne se couche pas. Elle éprouve le besoin de mettre des mots sur ce qui vient de se produire. Le calme qui descend sur elle est-il la marque de la sidération, d'une résignation pathétique,
d'une sagesse supérieure, son besoin de justifier tous les comportements de Jerry, de le comprendre comme une mère confrontée à un enfant impossible, l'empêche-t-il de se révolter contre l'objectivement révoltant? Elle repense à la brutalité d'André Fréniaux envers elle, s'étonne de ce retour de la pulsion destructrice au sein de l'amour. Y est-elle pour quelque chose? Le lendemain, tout est oublié. Jerry est de nouveau son cher enfant, son ami empli de prévenance et débordant de tendresse. Il est entendu que sa violence, exceptionnelle, n'a été que le mode paradoxal d'expression de la terreur, celle qu'elle lui a causée en faisant un malaise en pleine rue. Autrement dit, le revers de son attachement à elle. C'est un coup de folie, elle veut le croire, qui n'a pas eu de signes annonciateurs et n'aura pas de suite.